Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2014 et nous sommes à Paris, à l'IBPC, l'Institut de biologie physico-chimique, Exact. qui est un haut lieu en fait, de la recherche française, qui était un peu un précurseur de l'actuel CNRS. Donc nous sommes vraiment dans un lieu, on va dire, mythique. Et nous sommes avec un grand chercheur, biophysicien, Pierre Joliot, qui, je crois, est déjà dans cet institut depuis plus d'un demi-siècle, je crois même pratiquement 60 ans déjà maintenant. 61 ans. 61 ans. Donc il a la mémoire vivante aussi un peu de cette institution, mais qui a aussi mené donc une vie de chercheur passionné, pour faire une petite référence à un ouvrage que vous avez publié, donc, qui s'appelait la recherche passionnément. Une vie de chercheur donc, qui vous a mené, d'une part, à être confronté au challenge qu'on dirait de nos jours, que peut rencontrer un chercheur de manière individuelle par rapport au questionnement qu'il a, par rapport aux réponses qu'il reçoit ou aux réponses qu'il ne reçoit pas, au changement de voie que ça le mène à explorer, mais aussi de manière collective, puisque vous étiez aussi directeur de recherche. Vous avez aussi enseigné au Collège de France, donc il y a aussi le côté de l'enseignement auquel vous avez été confronté. Vous avez été conseiller aussi pour le gouvernement à un certain moment. Donc vous avez vraiment exploré, on va dire, les diverses facettes de la vie de chercheur, et vous l'avez fait donc au-delà d'un demi-siècle. Vous avez vu les transformations qui se sont passées pendant ce laps de temps. Et non seulement ceci, mais vous inscrivez dans une famille de chercheurs, donc vos parents et vos grands-parents, donc Pierre et Marie Curie, vos grands-parents, puis vos parents, Frédéric et Irène Pierre Joliot, donc étaient... Frédéric. Voilà, excusez-moi. Et donc, vous êtes né, on va dire, dans une tradition, d'une certaine manière, de chercheur, et donc ça vous permet d'avoir encore une vision encore un peu plus longue, en fait, on va dire, de témoignage sur ce que c'est que cette voie de recherche que vous décrivez dans votre livre un peu comme un art. C'est ce qui m'a beaucoup interpellé, donc pas uniquement comme une démarche intellectuelle, aride, comme on a parfois l'impression de ce qu'est la recherche, mais une démarche créative et créatrice, une démarche artistique, mais aussi artisanale. Alors, bonjour. Bonjour. Et je commencerai peut-être par vous dire, pour vous, qu'est-ce que la recherche et comment est-ce que vous y êtes arrivé? Eh bien, vous l'avez déjà évoqué. Je suis né dans une famille de scientifiques et ce qu'on m'a appris très jeune, ce qu'on a essayé de me faire comprendre très jeune, c'est que la recherche était avant tout une activité créatrice, proche, vous l'avez dit, d'une activité artistique. On m'a aussi enseigné que la recherche était un jeu absolument extraordinaire, un jeu de questions-réponses perpétuelles. Marie Curie disait que la recherche était peut-être une des dernières aventures qui s'offrait à l'homme. C'était une vision de la recherche que lorsque j'ai été étudiant en faculté, je dois admettre qu'elle me paraissait un peu idéalisée. Et ayant eu des parents et des grands-parents qui avaient réussi au plus haut niveau, puisqu'ils étaient tous prix Nobel, il était difficile pour un jeune comme moi qui se destinait à la recherche de ne pas se poser la question quelle serait ma réussite par rapport au monde extérieur, et c'était la mauvaise manière de se poser le problème. Et c'était justement ce que mes parents avaient essayé de m'apprendre. Donc, pendant mes études, je ne cache pas que j'étais un peu préoccupé. Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir entrer très jeune dans un laboratoire, puisque à l'époque, j'ai pu entrer dans la recherche à 21 ans, il ne m'a pas fallu plus d'une semaine dans ce même institut, dans lequel je suis depuis 61 ans, pour découvrir que mes parents avaient raison, et pour que la préoccupation de savoir si j'allais réussir et comment j'allais réussir par rapport à mes parents et mes grands-parents ne serait pas ma préoccupation. J'avais la certitude que je ferais un métier qui me passionnerait. Il a passionné mes grands-parents, il a passionné mes parents. J'ai la chance extraordinaire, 81 ans, de pouvoir continuer à faire de la recherche. Et quand je dis faire de la recherche, j'en fais vraiment. Ce n'est pas un titre symbolique que j'en fais. Et cette passion et ce jeu m'a évidemment apporté beaucoup pendant toute ma vie. Alors,
comme il ne faut pas idéaliser la vie de chercheur, parce qu'à partir d'un certain moment, quand on a des responsabilités, on a aussi des responsabilités administratives que j'ai assumées, et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup moins apporté de plaisir, si je puis dire, mais ça me paraissait une nécessité. Vous l'avez évoqué, j'ai même frôlé un moment le monde politique. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi on m'avait choisi comme conseiller du Premier ministre, mais ça m'a paru, comme je savais que le gouvernement allait tomber dans un peu moins d'1 an, je me suis dit que c'était une expérience intéressante qui m'a permis de comprendre... C'était dans quelle année, juste pour replacer Ça doit être, je crois, en 84. D'accord. C'était sous le gouvernement Fabius. C'est une expérience qui m'a passionné sous la forme qu'elle m'a permis de comprendre que, même si je suis très critique souvent vis-à-vis des politiques, lorsqu'on est de l'autre côté de la barrière, les responsabilités sont difficiles à assumer. J'ai eu à m'occuper en particulier du problème du sida en première ligne. Mon prédécesseur a même, le pauvre, d'une manière totalement injuste, été poursuivi pour empoisonnement. C'est pour vous dire que ce n'était pas un poste sans risque. Et j'ai pu comprendre que le dialogue entre politique et scientifique était difficile, qu'une partie de la responsabilité reposait sur les politiques, mais que les scientifiques n'assumaient pas non plus toujours le bon type de comportement. En particulier, je pense qu'un scientifique doit avoir le courage de dire quand il ne sait pas, et quand un scientifique se trouve en face d'un politique, ce que j'ai été pendant un court moment, il a beaucoup de difficultés à l'admettre, parce que c'est en quelque sorte se dévaluer. Donc ça m'a permis d'avoir, pendant un court moment de ma vie, une image un peu opposée à celle que j'ai vécue toute ma vie, et j'ai pu revenir à ma passion, qui est la recherche, que je peux assouvir, si je puis dire, totalement, depuis que je suis à la retraite. Et là, c'est peut-être un des drames de l'évolution de la société actuelle, c'est que, dans le domaine de la recherche, le temps que les chercheurs peuvent consacrer à faire de la recherche diminue comme une peau de chagrin, diminue d'une manière perpétuelle, et il a fallu que j'attende d'être à la retraite pour retrouver les joies et les sensations que j'ai eues lorsque j'ai débuté ce métier il y a environ 60 ans. Oui, vous me disiez que vous étiez très marqué en fait par la liberté et aussi comment dire, l'interpellation de vraiment de découvrir et de se lancer par soi-même, enfin, dans une véritable découverte. On ne connaît pas encore les réponses au moment où vous avez fait votre thèse. Et vous aviez dit que justement, de plus en plus, ça devient difficile d'avoir ces espaces en fait, où on puisse poser de véritables questions, où on ne sait pas encore s'il y a une réponse. Je dois dire qu'on ne sait même pas les questions qu'on pose. C'est-à-dire que la démarche scientifique, elle repose la plupart du temps sur une idée préconçue qu'on se forme pour interpréter un certain nombre de phénomènes. On effectue des expériences pour essayer de valider cette idée incontestablement géniale, c'est ce que pensent tous les chercheurs, moi comme tout le monde, et on peut dire que pratiquement dans tous les cas, la réponse qui nous est donnée par l'expérience n'est pas du tout celle qu'on espérait. Alors là, il y a une première erreur à éviter, c'est d'essayer de forcer la nature et de forcer sa théorie, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Ce qui se passe par contre, c'est que lorsqu'on a fait une expérience bien conduite, parce que pour moi la recherche est à la fois un métier créatif, mais également, comme d'ailleurs dans la plupart des arts, un métier d'artisan, c'est-à-dire que le contact avec l'expérience me paraît quelque chose d'indispensable. De temps en temps, ou même très souvent, on tombe sur des résultats inattendus. Parfois tellement inattendus qu'ils apparaissent absurdes. Alors, c'est une phrase que je cite dans mon livre que j'aime beaucoup, qui est un ami avec qui j'ai beaucoup collaboré. Face à quelque chose de nouveau et inattendu, eh bien, il y a généralement une réaction de rejet, même si c'est soi-même qui a fait, en quelque sorte, la découverte. Et cet ami a cette phrase qui a eu beaucoup de succès,
qui consiste à dire, quand on tombe en face d'un de ces phénomènes inattendus, attention, on n'est pas à l'abri d'une découverte. Le pire peut arriver, parce qu'une découverte, c'est toujours beaucoup de problèmes, aussi bien pour se convaincre soi-même que pour convaincre les autres. Donc, la recherche, c'est d'être capable, lorsqu'on tombe en face d'un phénomène inattendu, de prendre le temps, je dis bien de prendre le temps de l'exploiter. Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 89 fois sur 100, ce phénomène inattendu et absurde est effectivement absurde. Il est lié à une erreur expérimentale, à un matériel en mauvais état, et c'est bon à acheter. Donc c'est beaucoup de temps perdu. Mais de temps en temps, le phénomène inattendu, c'est la découverte. Et je dis toujours que lorsque j'entends dire les grands chercheurs, ils ont simplement eu de la chance, ce n'est pas vrai. Ils ont su profiter de la chance qui leur a été offerte. Et je ne connais pas de chercheurs, y compris, qui n'ont pas manqué des découvertes parce qu'ils n'ont pas été au bout de l'analyse d'un phénomène qui leur paraissait trop étrange et trop inattendu pour qu'il mérite qu'on s'y attache. Donc la découverte, elle demande du temps, elle demande le droit à l'erreur, et dans une société comme la nôtre, qui est de plus en plus dominée par le court terme, c'est exactement ce qu'on ne peut plus offrir aux chercheurs. Les chercheurs n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de travailler, ils sont tout le temps en train de demander de l'argent. Quand ils demandent de l'argent, ils expliquent ce qu'ils vont trouver. Or, si vous prétendez trouver quelque chose de nouveau, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Vous ne savez pas, encore moins, à quoi va servir ce que vous allez trouver. Et les politiques, s'il y a quelque chose qu'ils ont de la difficulté à admettre, c'est qu'on ne leur dise pas, lorsqu'on leur demande de l'argent, à quoi va servir cet argent. Or, justement, le propre de la recherche fondamentale, c'est qu'elle est improgrammable. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour les politiques. Donc, on tend vers un système où on demande aux chercheurs d'expliquer quelle est la découverte qu'il va faire, qui est exactement la bonne méthode pour être sûr qu'il ne fera aucune découverte. Par contre, il sera tout à fait en mesure de confirmer le dogme ou les dogmes dominants, et c'est le mode d'évaluation de la recherche, malheureusement, favorise encore plus, de plus en plus, cette recherche de série, qui en fait est non créative, et de mon point de vue, sur le plan de la rentabilité, si on la définit non plus comme une rentabilité à court terme, mais comme une rentabilité à court terme, est une recherche peu rentable. Alors là, vous dites quelque chose en fait qui m'interpelle beaucoup, puisque moi j'ai travaillé beaucoup sur les questions du dialogue interculturel, mais de la question du dialogue en fait. Et ce qui est essentiel dans le dialogue, c'est l'écoute, c'est de se mettre à l'écoute. Pour moi, étant les sciences sociales, c'est plus de l'écoute par rapport à d'autres êtres humains. Vous, c'est par rapport aux expériences, par rapport au réel avec lequel vous essayez de rentrer en interaction. Alors, la question que je vous poserai, parce que dans votre livre, vous dites quelque chose qui m'interpelle par rapport à cette notion d'écoute, c'est que souvent, en tant que chercheur, là, individu-chercheur, la première chose qu'on vous demande de faire, ou qu'on demande de faire aux jeunes chercheurs qui se lancent dans une thèse, c'est de faire l'état de l'art. De vraiment de bien connaître tout son domaine, etc., pour avoir les balises, pour après pouvoir commencer à faire son travail. Or, dites-vous que peut-être la bonne manière de faire serait justement de commencer d'abord, on va dire, sa recherche, et ensuite commencer à apprendre peut-être des éléments, etc., parce que sinon on risque de tellement avoir sa vision encombrée, en fait, par ce qui s'est déjà fait, qu'on n'est plus capable, justement, d'écouter ce qu'on reçoit, et qui peut fortement nous déstabiliser individuellement, mais aussi collectivement. Alors, est-ce que vous pourriez approfondir un peu plus, donc, autant pour vous, est-ce que peut-être avec des exemples aussi, donc individuellement, comment ces blocages peuvent se manifester, qui font qu'on ne voit pas ce qui est face à nous, mais qu'on n'arrive pas, enfin, on le perçoit, mais on n'en prend pas vraiment conscience, et aussi collectivement, par rapport à la nouveauté, quand une nouvelle théorie émerge, la réception, comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a 2 éléments pour cette question, je vais essayer de répondre à la première question. Jean Perrin, créateur de cette maison, qui aimait les phrases lapidaires, disait « La bibliographie, ça se fait après, mais pas avant le travail ». Alors évidemment,
c'est un peu excessif, mais il voulait faire passer une notion qui, dès cette époque, était déjà révolutionnaire. Je pense qu'il y a effectivement un équilibre à réaliser entre la connaissance, on ne peut pas prétendre aborder la science sans connaissance. Incidemment, il est bon d'avoir des connaissances, si possible dans des domaines autour du domaine qu'on aborde. Mais par contre, la méthode favorisée par les moyens informatiques modernes, qui consiste à essayer d'explorer toute la connaissance précise dans le domaine étroit dans lequel on travaille, est une véritable catastrophe. Et j'allais dire, plus on lira des articles, un grand nombre d'articles de grands chercheurs, plus la probabilité que l'on aura de pouvoir dégager ses propres idées va diminuer. C'est-à-dire que je pense très sincèrement que l'ignorance partielle, et c'est toute la subtilité du métier de chercheur, je crois que c'est la même chose en art. Je ne crois pas beaucoup aux gens qui veulent recréer tout à partir de rien. Je pense que tous les grands musiciens ont toujours su utiliser ce qui avait été fait avant eux en apportant quelque chose de nouveau. Donc là, il y a un équilibre qui est très subtil à réaliser, mais qui est totalement déplacé actuellement dans le sens de s'imprégner totalement de toute la connaissance et donc pratiquement de se fermer toutes les possibilités de rêve, d'intuition, puisque toutes les cases sont en quelque sorte remplies à l'avance. Donc, il me semble que, encore une fois, je ne suis pas en train de prôner l'ignorance pour commencer la recherche, surtout pas trop de connaissances dans le domaine particulier, précis où on va travailler, et encore une fois, donner aux chercheurs le maximum de liberté. Or, c'est justement cette liberté de perdre du temps, d'avoir des échecs, qui est indispensable, à mon avis, à la création. Et je pense que, de ce point de vue-là, la recherche, cette attitude me paraît propre à toute activité créatrice. Un chercheur qui ne veut faire que des expériences qui réussissent est absolument sûr qu'il ne réussira jamais rien de nouveau. C'est-à-dire que l'échec, l'hésitation, le retour en arrière me paraît indissociable de la notion de création. Je ne crois pas du tout que de ce point de vue-là, la science, la recherche se distingue de toute autre activité créatrice. Alors, ça c'était la première question que vous posiez. La seconde concerne le dialogue. Alors là, j'ai des idées, je ne dirais pas un peu provocatrices. Je pense à la fois que le dialogue, et je dirais un vrai dialogue, est quelque chose d'indispensable, mais que là aussi, le monde moderne, et encore une fois, vous voyez, c'est le vieillard qui se plaint de l'évolution autour de lui. Je pense que, par exemple, ce qu'autorise le courrier électronique est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que je pense que pour être créatif, on a besoin d'alternance entre des périodes d'isolement où on essaye de développer ses idées un peu indépendamment du monde extérieur et des moments de communication, mais de vraie communication. À quoi assistons actuellement à travers les facilités offertes par le courrier électronique? C'est une espèce de communication permanente qui devient de plus en plus faible niveau d'information et qui n'est plus pour moi de la communication. Quand je lis, je suis désolé de revenir à ma famille, mais quand je lis les lettres que mes grands-parents ou mes parents écrivaient à des collègues étrangers, des grands scientifiques étrangers, ces lettres sont des véritables chefs-d'œuvre. Mais je vous prie de croire qu'ils n'ont pas été rédigés à la vitesse d'un courrier électronique. Et je pense que pour rédiger une lettre comme ça, ou les réponses que j'ai lues des grands scientifiques en question, il fallait plusieurs jours pour écrire. Et de la même chose, un dialogue, j'ai énormément profité du dialogue avec mes collègues, mais c'était lorsque j'avais déjà, moi, quelque chose à apporter, et j'étais en face de quelqu'un qui avait quelque chose à apporter, et qui acceptait, comme moi, de parler non seulement de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire du passé, mais du futur. Dans un monde de compétition actuellement, le dialogue devient soit celui
qui apparaît à travers le courrier électronique, ce que j'appelle de l'eau tiède, enfin, un espèce d'échange perpétuel qui vous fait perdre un temps considérable et qui n'apporte rien. Et ce qui est vraiment important, dans un monde qui est dominé par la compétition, on ne communique plus. Donc on ne peut plus dialoguer. Donc, paradoxalement, on vit dans un système où l'accès à l'information devient illimité, mais nos capacités d'acquérir et de stocker de l'information n'ont pas augmenté. Donc ça conduit à avoir une information de plus en plus basse qualité. Et le dialogue, lui aussi, en souffre. On a substitué à un dialogue rare, relativement rare, mais extrêmement dense et profond sur le plan de sa signification, une espèce de dialogue permanent. Et je suis un peu physicien, je prétends que lorsqu'on est en équilibre thermodynamique avec le monde extérieur, on n'est plus... L'équilibre thermodynamique, c'est la mort. C'est-à-dire que la seule chance de faire apparaître des éléments niveaux, il faut avoir des éléments qui s'isolent à un moment, de temps en temps communiquent. Je ne crois pas à la communication et au dialogue permanent, je crois même qu'il est stérilisant, alors que je crois très sincèrement, par exemple dans ma carrière, j'ai commencé une carrière où j'ai fait, je crois, des choses originales, mais totalement isolées du monde, et là, l'absence de dialogue a fini par devenir vraiment un handicap. Donc, si vous voulez, il ne faut pas prêcher l'extrême. Un scientifique qui s'isole est lui aussi un scientifique mort. Un scientifique qui est en permanente communication avec le monde extérieur, il est aussi mort. C'est deux manières de stériliser à peu près aussi efficaces. Dialogue, oui. Information, oui. Mais il faut être exigeant sur la qualité de l'information et sur la qualité du dialogue. Là, à nouveau, c'est très intéressant parce que en venant des sciences exactes, on va dire aux sciences naturelles, vous me donnez beaucoup d'écho en fait par rapport à des préoccupations, on va dire, dans les sciences sociales et plus particulièrement à l'anthropologie. Et celle qu'effectivement, pour avoir un dialogue qui fasse sens, il faut aussi un enracinement. Si vous n'avez pas d'enracinement, vous ne savez pas d'où vous parlez, comment est-ce que vous pouvez enrichir l'autre, comment vous pouvez découvrir vos enraciments, ce n'est pas possible. En même temps, dès qu'on se lance dans ces dialogues, on est aussi parfois existentiellement complètement secoué. Et comme vous le dites, implicitement, c'est là que se produisent parfois à nouveau des nouvelles ouvertures pour aborder des choses de manière nouvelle. Et dans des échanges qu'on a eus donc précédemment, vous disiez que pour vous, les moments peut-être les plus créateurs ou les plus inspirants dans votre carrière de chercheur, c'était celle où vous osiez en fait quitter un terrain déjà balisé pour aller découvrir un autre terrain. Et que c'est à ces moments-là, avec une ignorance relative justement que vous aviez, une fraîcheur de vue qui permettait de faire émerger des choses. Mais en même temps, me disiez-vous, le paradoxe semblait être que par rapport à la réception, vous étiez toujours plutôt reçu par rapport à votre passé, donc les choses qui étaient déjà un peu dépassées, mais pas trop écouté en fait sur les choses passionnantes en voie d'émergence. Alors, là, je répondrais que ça me paraît une réaction d'une banalité totale. Ce qui est nouveau, peu importe dans n'importe quel domaine, a toujours tendance à être rejeté, et s'il est admis, devient ensuite un dogme. C'est tout à fait... Dans mon domaine, il y a eu une découverte et une théorie révolutionnaire par un Anglais qui s'appelait Peter Mitchell, qui a été rejetée pendant des années, parce que c'était vraiment une théorie révolutionnaire qui permettait vraiment de refonder complètement ma discipline qui est la bioénergétique. J'ai passé une partie de mon existence à lutter pour la reconnaissance de cette théorie. Quand elle s'est établie, en quelques années, c'est devenu un dogme, et toute entorse, toute modification, toute perturbation à ce dogme qui avait été rejeté avec une vigueur incroyable devenait de nouveau... on retombait à partir de cette théorie. Peter Mitchell était tout sauf dogmatique, et bien malgré lui, sa théorie est devenue un dogme. Mais je pense que si vous voulez ce décalage, et encore une fois, je crois que c'est semblable
pratiquement dans presque toutes les activités humaines. Il est absolument normal qu'entre la reconnaissance et le moment de la création, il y a un décalage. Et c'est pour ça que je dis toujours que quand on me parle de science à la mode, pour moi, une science à la mode, c'est déjà une science. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la continuer, mais c'est déjà une science du passé. Si n'importe qui est capable de dire que ce domaine est important, c'est trop tard. Et si on remonte dans le temps, dans l'histoire de ce domaine particulier, on s'aperçoit que 5-10 ans avant, ce domaine était impitoyablement rejeté ou simplement ignoré. Donc il y a ce décalage, il existe toujours, il existe également dans l'enseignement. Quand vous enseignez, que ce soit en faculté, au collège de France, vous enseignez toujours ce que vous savez. Vous n'allez pas avoir la prétention d'enseigner ce que vous ne savez pas. Donc, tous les systèmes de communication sont toujours en retard de phase, en retard avec ce qui est nouveau. Mais il me semble que toutes les grandes créations, tous les grands créateurs artistiques, ou les moins grands, peu importe, se sont toujours heurtés à cette difficulté, avec toujours ce même phénomène, la phase d'ignorance, la phase de reconnaissance, et une phase que j'appelle de dogmatisation, où on transforme cette idée créatrice en un dogme qui, comme tous les dogmes, est toujours sujet à être révisé. Donc c'est un jeu perpétuel, et le métier de chercheur, pour moi, c'est d'essayer de se décaler par rapport à cette réalité, en acceptant, ce qui n'est pas facile toujours, que si on fait quelque chose de nouveau, eh bien, il est parfaitement normal que pendant un certain temps, personne n'y attachera d'importance. On évoquera peut-être tout à l'heure le problème de l'évaluation, de ce qu'on appelle l'évaluation quantitative, qui consiste par exemple à mesurer le nombre d'articles que vous avez publiés ou le nombre de fois que vos articles sont cités. Eh bien, si je prends sur une longue carrière comme la mienne, les articles que j'ai publiés à 30 ou 40 ans qui sont toujours cités, eh bien, très honnêtement, comme par hasard, ce sont les meilleurs et, sans aucune prétention, ce sont les bons. Plus je remonte dans le temps, que ce soit pour moi ou pour les autres, moins cette évaluation a une sens. Et quand vous voulez évaluer des chercheurs, malheureusement, vous ne pouvez pas vous fonder sur ce que ce chercheur a fait il y a 30 ans, pour dire il est bon ou il est mauvais. Vous dire en valeur absolue, c'est quelqu'un qui a... Si vous voulez lui donner une médaille ou le mettre dans une académie, très bien. Mais s'il s'agit de le juger sur sa capacité actuelle, vous n'en savez rien. Donc on voit la difficulté de l'évaluation. Et à mon avis, la science se heurte à la difficulté que rencontrent toutes les activités créatives, c'est l'évaluation. Il est tout à fait intéressant de voir que je pense que c'est ce qu'a essayé de faire l'Union soviétique. Si on crée des comités pour évaluer les musiciens, les peintres et les artistes, je crois que la majorité des gens vous diront que c'est une erreur, que ça ne marchera pas. Malheureusement, la science coûte cher, donc il faut des comités pour l'évaluer. Et les comités, ils fonctionnent toujours de la même manière. Et moi, quand je suis évaluateur, quelles que soient les théories ouvertes que je vous expose, eh bien je suis comme tout le monde. Quand quelque chose est réellement nouveau, il y a très souvent deux situations. Une, je ne comprends pas, ça me paraît. Ou je crois comprendre, et si je me donne beaucoup de mal, en me fondant sur les connaissances du passé, je démontrerai que cette découverte est fausse. Puisque le propre d'une découverte, c'est qu'elle casse quelque chose dans les dogmes précédents. Donc, de mon point de vue, et ceci pour vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour correctement évaluer, peut-être ce que je fais régulièrement et que beaucoup de mes collègues, je pense, ne font pas, c'est quand il y a une découverte, que heureusement je n'ai pas eu à évaluer, je me pose la question, si j'avais eu à l'évaluer, quelle aurait été ma réaction ? Eh bien, très souvent, la conclusion n'est pas en ma faveur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me conduit, quand j'évalue, à être peut-être un peu plus prudent. Et là, de la même manière que je pense que dans la recherche, on doit accepter l'erreur, je pense que en tant qu'évaluateur, on doit aussi accepter l'erreur, en sens que il est plus grave de laisser passer un papier
avec une découverte qui se révélera fausse que d'empêcher une découverte d'émerger. Si un évaluateur ne prend pas de risque, ne prend pas le risque de faire des erreurs, on arrive toujours à la même situation, on écrète des deux côtés. L'évaluation, elle a toujours tendance à conduire à couper ce qui est plus mauvais et ce qui est meilleur, et à préserver ce qui est standard, de bonne qualité moyenne, mais qui n'apporte pas grand-chose. Donc le problème de l'évaluation dans les activités artistiques ou scientifiques, enfin que je groupe dans les activités créatrices, est un des problèmes les plus graves qui se posent. Et là encore, on est en contradiction avec la notion de rentabilité à court terme, car je pense qu'une recherche de trop de rentabilité à court terme de la recherche conduit à une recherche non rentable, non efficace. Je resterai volontairement sur ce terme de rentabilité. Je pense que on ne peut faire une recherche rentable que si on accepte de perdre de l'argent, une fraction de l'argent, à des activités inutiles. Si vous voulez uniquement des activités de très haute qualité, eh bien, vous tuerez la poule aux œufs d'or, vous n'aurez rien de nouveau qui apparaîtra. Et ça, c'est une notion qui est très très difficile à admettre. Je suis toujours frappé qu'à une époque où le système social était insupportable et où les relations entre les artistes, par exemple, et le pouvoir s'exprimaient d'une manière absolument apparemment insupportable, on obtenait quand même des résultats qui étaient incroyablement positifs. Il y a peu de personnes pour lesquelles j'ai moins de sympathie que Louis XIV. Je ne peux pas croire quand même que le nombre d'artistes de talent qu'il a regroupés autour de lui, que c'est tout à fait par hasard. Et ça nous interroge, parce que là, on se trouve en face d'une personnalité que je serais le dernier à défendre, et pourtant, je ne peux pas croire que l'incroyable richesse artistique qui s'est développée autour de lui est simplement le fruit du hasard. Donc, ça nous interpelle un peu sur la notion d'évaluation, en sens qu'un personnage pour qui je n'ai à la fois aucune sympathie ni sur le plan éthique, finalement, peut-être était plus efficace qu'un comité pour choisir des artistes de talent. Je ne peux pas vous l'expliquer, je le constate. Ça reste un sujet d'étonnement pour moi, mais je prenais volontairement l'exemple de Louis XIV, mais je pense que c'est loin d'être le seul. Ça prouve que vraiment les mécanismes d'évaluation qui permettent de reconnaître des grands créateurs, c'est un mécanisme complexe. Et dans ma communauté, je reproche beaucoup à ma communauté de ne pas réfléchir suffisamment à ce problème, et beaucoup d'entre nous croient que l'évaluation ne leur pose aucun problème. Moi, je prétends que je ne suis pas meilleur évaluateur que n'importe quel autre scientifique. J'ai simplement peut-être un peu plus la notion que mon évaluation peut être d'une toxicité extraordinairement toxique si je la fais avec trop de conscience pour le développement de la science. Donc attention à l'évaluation, c'est vraiment peut-être le point critique de la science actuelle. Peut-être en lien avec la question de l'évaluation, c'est très directement lié par rapport à la manière dont on fonctionne de nos jours, hein. C'est la formation. Puisque on forme des chercheurs d'une certaine manière, mais on les forme pour qu'ils puissent être évalués, avoir des résultats, des diplômes, des notes, etc., qui vont faire, qui sont plus ou moins bien classés, etc., etc. Et avec le paradoxe, donc c'est ce que vous disiez hein, là, c'est que parfois vous pouvez avoir quelqu'un qui formellement, je sais pas, a la meilleure moyenne et la meilleure note, c'est parfait, mais qui n'a pas forcément, on va dire, cette fibre ou passion de chercheur. Et alors vous avez sur le papier quelqu'un qui est meilleur que quelqu'un d'autre, mais sur d'autres critères qui se révéleront parfois uniquement sur des années, c'était peut-être l'autre qui avait, on va dire, la fibre de chercheur. Donc la question que j'aimerais vous poser par rapport à ça, donc là vous avez
bien, je crois, vraiment montrer ce paradoxe hein, de l'évaluation et ce danger que peut receler l'évaluation. Alors, je vous demanderais d'aller un peu en amont. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc, par rapport à la formation, par rapport à ça? Comment on forme nos chercheurs? Donc, avec aussi, bon, moi, j'ai pas fait de la biophysique ou de la biochimie, je la connais plus à travers mon frère, mais il me racontait qu'effectivement, la plupart des travaux pratiques qu'il dirige à l'université, ben, c'est toujours des expériences qui, par exemple, qui ont des résultats, parce qu'on fait faire des expériences aux jeunes apprentis chercheurs qui marchent. Donc, ce genre de choses, donc on crée un peu l'illusion d'une recherche qui devrait toujours aboutir. Donc, en fait, quelque part, paradoxalement, le doute, l'incertitude, le risque à prendre aussi, enfin, tout ce genre de choses-là est un peu mis en arrière-plan. Vous me racontez aussi que vous, dans votre recherche, vous étiez encore dans une approche plus artisanale, dans le sens que c'est vous aussi qui conceviez les appareils pour interroger. De nos jours, on a de plus en plus de moyens techniques, on sait parfois plus trop comment fonctionne même la machine qu'on est en train d'utiliser, etc. Et donc la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous voyez donc cet enjeu, on va dire, de formatage un peu implicite des jeunes chercheurs déjà à l'université, voire après, par rapport donc à un monde où quelque part, c'est comme si on mettait en avant une certitude qu'ils peuvent acquérir en suivant la bonne méthode, alors que d'après ce que vous partagez avec moi, j'ai un peu l'impression que peut-être la recherche est quand même beaucoup la complète image inversée de ceci, qui au contraire, c'est l'incertitude, le doute, le risque, l'exploration, les essais, erreurs, marche pas, peut-être, on refait, j'ai une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, ça peut être une erreur, mais ça peut aussi être au contraire une découverte. Quelles sont vos pensées par rapport à ça, donc pour la formation des jeunes chercheurs, puis formation continue, hein, je veux dire, dans le sens aussi une fois qu'ils sont en poste? Alors, très paradoxalement, il y a un exemple de formation qui me paraît extraordinairement intéressante, mais qui, très curieusement, n'a été tenté, à ma connaissance, qu'au niveau de l'école primaire. Ce n'est pas parce que ça a été lancé par l'Académie des sciences, c'est un processus qui s'appelle la main, la patte, qui a été lancé par Georges Charpak, prix Nobel français, Pierre Léna, Yves Quéré, et qui est exactement ce que vous définissez. On met les enfants, au lieu, on fait faire de l'expérience aux enfants, et on leur demande, avant de leur donner la réponse, de proposer des interprétations. Et ce qui est passionnant, et alors là vraiment j'ai vu des exemples tout à fait concrets, c'est que les enfants sont capables d'imaginer des interprétations fausses, mais qui, compte tenu des faits expérimentaux qu'on a mis à leur disposition, sont parfaitement recevables. Et c'est presque un retour en arrière sur l'histoire de la science, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout à fait étonnant ce que des enfants d'école primaire sont capables d'imaginer. Et tout le problème, si j'essaye de répondre à votre question, c'est de valoriser par rapport... D'abord, ça permet à l'enfant de s'exprimer, et non pas de recevoir simplement, mais surtout de valoriser quand un enfant donne une réponse, y compris si le professeur sait que cette réponse est fausse, mais il doit réfléchir, compte tenu de ce que c'est l'enfant, compte tenu de ce qu'il a observé, est-ce que sa réponse, est-ce qu'on peut dire à l'enfant, essayer de lui expliquer non, voilà ce que tu as, sur la base de ce que tu as vu et expérimenté, on peut montrer que ton interprétation est fausse, mais très souvent, les enfants imaginent des interprétations, encore une fois, parfaitement recevables, qui se sont révélées ultérieurement, lorsque les connaissances, qui sont bien sûr... Alors, paradoxalement, c'est d'autant plus facile que les enfants sont ignorants, mais c'est un type de démarche qu'on essaye, qu'on a beaucoup de mal à généraliser déjà dans l'enseignement primaire, mais enfin qui a quand même un poids dans l'enseignement primaire non négligeable, qu'on essaye de faire passer dans l'enseignement secondaire, mais qui est une attitude complètement différente, qui consiste à laisser d'abord les enfants ou les jeunes faire une expérience, leur demander de réfléchir dessus, et qu'est-ce qu'ils en pensent, et surtout d'accepter les erreurs, même si l'enfant fait une interprétation fausse, et bien il faut lui expliquer pourquoi son interprétation sur la base de ce qu'il a vu est fausse, mais valoriser une interprétation fausse, mais justifiée. Donc,
permettre à la créativité, et là on revient tout à fait à la question que nous discutions précédemment avec le désir de tout savoir sur un domaine. Si vous communiquez en même temps ou avant l'expérience la connaissance, la notion de découverte ne va plus exister pour l'enfant. Il faut donc laisser l'enfant manipuler, observer, et ensuite lui demander: que peux-tu déduire de ce que tu as fait? Et ça, c'est une démarche qui est, à mon avis, généralisable depuis. Et très paradoxalement, elle réussit très bien dans le primaire, quand elle est pratiquée correctement. J'ai un petit-fils qui, quand il a fait, qui était un élève de très bonne qualité, mais pas spécialement intéressé par la science, quand il a été en 6e et qu'il est tombé sur un professeur de physique qui a utilisé cette méthode, alors que ce n'était pas du tout ce qu'on demandait au professeur de physique. Le lendemain, mon petit-fils m'a téléphoné, il avait été brusquement pris d'une passion, alors que la science, il aimait toutes les disciplines, c'était un bon élève, mais il était bon élève. Là, brusquement, il y avait des questions posées, il avait l'impression qu'il pouvait intervenir, il avait l'impression d'exister par rapport à... Et c'est comme ça qu'il a... C'est cette simple interaction entre un élève et un professeur qui a déclenché chez lui un goût pour la science et la recherche. Donc je pense que c'est une attitude qui est réellement possible à communiquer et qui est d'une certaine manière très contradictoire avec tous les modes de sélection qui sont présents dans l'enseignement, où on valorise essentiellement la capacité à absorber et à absorber la connaissance des autres beaucoup plus que la capacité à créer quelque chose de nouveau. Alors évidemment, les deux, on a aussi besoin de gens qui sont... Je pense qu'il ne faut pas être sectaire et qu'on a besoin dans une société d'individus qui ont des capacités très différentes, et donc ce type de capacité d'être capable de rapidement comprendre et utiliser ce qu'ont fait les autres est aussi quelque chose d'important. Mais notre système actuellement défavorise l'attitude créative par rapport à l'attitude qui intègre simplement la connaissance du passé, et je suis persuadé que cette nécessité, elle dépasse encore une fois totalement le monde de la recherche. Je veux dire, je suis persuadé que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a besoin d'avoir des gens qui savent utiliser. Si vous construisez un pont, le premier point qu'il faut, c'est que votre pont ne s'écroule pas. Maintenant, éventuellement, on a aussi besoin d'avoir de temps en temps des gens qui sont capables d'imaginer une nouvelle manière de faire un pont. Donc, je ne suis pas en train de dire, si vous voulez, qu'il faut basculer d'une société entièrement basée sur l'efficacité vers une société entièrement basée sur la créativité. Actuellement, la dérive que j'observe dans la science, mais je pense que elle est commune à beaucoup de domaines, c'est une dérive qui défavorise toujours la créativité, et je suis convaincu qu'il n'y a pas d'activité humaine dans laquelle on n'a pas besoin de créativité. Un de mes grands amis, Robert Vachon, qui était le directeur scientifique de l'Institut interculturel de Montréal, qui aime beaucoup dire que l'autre, dans le sens des autres cultures, l'autre qu'on rencontre, n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Et moi, ça m'a énormément inspiré. Donc par rapport à mes étudiants, j'en suis venu à me dire, est-ce que les questions finalement ce ne sont pas des vides à remplir, c'est aussi des plénitudes à découvrir. Et j'ai l'impression que souvent la manière dont on fonctionne dans la formation, c'est qu'on privilégie la question comme vide à remplir. Et surtout, on ne veut pas rester trop longtemps avec le vide, on aimerait bien avoir une bonne théorie, une bonne réponse qui nous rassure. Et au lieu de voir donc l'incertitude comme un espace ouvert qui permettrait après l'émergence de choses merveilleuses, puisque tous les potentiels sont là, on ferme. Donc ce que vous me disiez là, en fait, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que ça ferait écho avec vous, cette petite formulation, un peu comme votre ami, là, sous forme de phrase Je crois, en tout cas, ce refus de l'incertitude
est effectivement un système extrêmement stérilisant. Et c'est un problème extrêmement grave que j'ai vécu, encore une fois, pendant ma courte expérience politique, c'est que j'ai toujours pensé que l'incertitude ne devait pas justifier l'inaction. Je prends un exemple tout à fait classique qui est les problèmes posés par le réchauffement climatique. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais c'est un problème qui m'intéresse depuis très longtemps. Et il y a bien longtemps, j'avais même été convié à un petit déjeuner avec François Mitterrand, président de la République, pour discuter de ces problèmes. Et c'était une époque où même les climatologues l'incertitude était beaucoup plus grande. Et très paradoxalement, j'ai eu une opposition avec beaucoup de mes collègues qui étaient présents, on était une dizaine, en disant qu'ils nous ont présenté une fourchette de possibilités, qui d'ailleurs s'est révélée à peu près correcte, et qu'il y avait deux certitudes, c'est que si on était du mauvais côté de la fourchette, les seules certitudes que j'avais, c'était que changer la société pour changer nos modes d'utilisation de l'énergie, des matières premières, serait obligatoirement quelque chose d'extrêmement long. Et une autre certitude que nous apportaient déjà nos collègues, c'est que tous les phénomènes climatiques sont des phénomènes très lents, ce que nous appelons, nous, scientifiques, à grande constante de temps. Donc, ma conclusion, c'était que, compte tenu déjà de ces résultats, qui étaient bien avant que le changement climatique soit devenu un sujet, que je puis dire, à la mode, je pense qu'il fallait à la fois que les scientifiques reconnaissent leur incertitude, n'apportent pas aux politiques en disant voilà, c'est comme ça, il faut faire ça parce que c'est comme ça, mais compte tenu de la marge d'incertitude, ceci n'est pas une excuse pour ne pas prendre des décisions. Alors je suis très gêné parce que, étant non-croyant, je suis en train de justifier les paris de Pascal. C'est une certaine forme de justification du pari de Pascal. Sauf que dans ce cas-là, je pense qu'il était justifié, il aurait été justifié de commencer à prendre des mesures pour limiter l'augmentation de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère bien avant, en se disant que de toute façon, si on se trompe, comme de toute façon les réserves j'avais la certitude que tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'anticiper une situation qui se poserait de toute façon, même si le réchauffement climatique n'apparaissait pas. Mais il me semblait que c'était une situation où il était justifié de prendre des décisions face à l'incertitude. Et dans la difficulté que j'ai rencontrée lorsque je me suis trouvé, comme je dis, de l'autre côté de la barrière, face à des scientifiques, c'est que trop souvent, les scientifiques tentaient, quand je leur posais une question, de m'apporter des certitudes, alors qu'il suffisait que j'en interroge 10 pour voir que ces certitudes étaient différentes. Donc on se trouvait effectivement dans l'incertitude, et j'aurais préféré que on admette ouvertement cette incertitude, et ceci ne doit pas ne doit pas justifier l'inaction, en sens que les scientifiques doivent accepter l'incertitude, les politiques doivent accepter l'incertitude, et ça ne veut pas dire que la science, qu'on reste toujours au niveau de l'incertitude, ni au niveau scientifique, ni au niveau politique. Il faut admettre qu'il n'y a pas de... il y a deux extrémités, si vous voulez, qui menacent la science, c'est soit en faire une source de vérité absolue, soit tout remettre en cause en permanence en disant de toute façon on ne sait rien et tout est possible. L'incertitude se définit par ce que j'appelle une certaine fourchette, une certaine marge d'erreur, et à l'intérieur de cette marge d'erreur, on doit prendre des décisions ou proposer des théories, et toute théorie, de dire que la théorie de la relativité a renversé les théories de Newton, c'est une absurdité. Toute l'astronautique est fondée uniquement sur les théories de Newton. Simplement, faire des théories de Newton une loi définitive, et elle est juste avec une certaine approximation,
il y a une certaine incertitude qui, pour la plupart des opérations courantes, n'a absolument aucune conséquence et dont on n'a pas besoin de tenir compte. Et puis, il y a des phénomènes où il faut tenir compte du fait que les théories de Newton ne sont pas la vérité absolue. Donc, vous voyez, la difficulté, j'essaie d'expliquer que il ne faut ni tomber dans le rejet de la science en disant, comme ont tendance à faire parfois les médias, en mettant tout en cause et en ne croyant rien de ce qui est dit, et en même temps, il faut savoir qu'à aucun moment, aucun scientifique ne sera capable de vous donner une évaluation absolue et absolument correcte d'une situation. Ce que je trouve extrêmement important dans ce que vous dites, peut-être surtout pour les gens qui regardent, donc qui ne sont pas chercheurs, c'est qu'en fait, on avait commencé l'interview, on s'est passé plutôt d'un point de vue interne à la science, du chercheur confronté à ses expériences, à sa démarche scientifique. Et là, en fait, il y a un autre élément qui est celui en fait, de la perception de la science par d'autres acteurs comme le monde politique, qui souvent essaye justement aussi, ou voit le scientifique comme l'expert justement détenteur de vérité. Exactement. Donc il va permettre de donner une solution là où les politiques ne sont pas d'accord entre eux, parce que le politique, ça c'est la négociation, c'est etc., donc c'est pas la certitude. Donc peut-être parfois aussi se dédouaner d'un certain nombre de responsabilités en disant maintenant c'est l'expert qui nous dira ce qu'il faut faire parce que c'est lui qui sait. Et donc je crois qu'effectivement les enjeux que vous pointez là, donc c'est des choses aussi qui m'ont pas mal travaillé, sont surtout ces histoires un peu de développement durable, de comment essayer de gérer un vivre ensemble plus responsable, pointe aussi vers un autre lien que vous évoquez un peu dans votre livre, qui est celui en fait de l'éthique et de la responsabilité du chercheur, face à sa communauté des pairs, des autres scientifiques, mais aussi par rapport à la société plus large. Et vous faites une distinction qui serait peut-être intéressant là, de développer un tout petit peu pour ceux qui nous écoutent, qui est celle entre les enjeux qu'on n'a pas pour l'instant vraiment différenciés, on a parlé un peu de recherche en général, entre la recherche fondamentale, puis la recherche finalisée, et la recherche carrément appliquée. Donc ils sont trois domaines qui sont différents, mais qui ont tendance un peu dans les discours à se faire mêler ensemble. Et donc vous partez de l'idée, je partage ça, que c'est pas vraiment une bonne chose d'essayer de, par exemple, de trouver des financements pour de la recherche fondamentale en disant on vous vend ce dont vous avez besoin. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ces trois différentes manières de faire de la recherche et qu'est-ce que ça implique donc aussi par rapport à l'enracinement, on va dire, éthique ou responsable du chercheur dans la cité? Partons de la recherche fondamentale, c'est-à-dire de la recherche pour élaborer de nouvelles connaissances. Je l'ai déjà dit, elle est improgrammable, on ne peut pas programmer ce qu'on ne sait pas. Donc, personne ne sait ce qu'il y a encore à découvrir. Donc, ce qui veut dire que la recherche fondamentale doit concerner tous les domaines de la science, depuis les sciences humaines jusqu'aux mathématiques, avec un continuum et si possible le maximum d'interaction entre ces différents domaines. Et là, il y a besoin d'une liberté totale, et là où j'insiste totalement, il n'y a pas de bonne connaissance ni de mauvaise connaissance. Toute connaissance peut être utile à l'homme et sera indirectement ou directement utile à l'homme, et toute connaissance peut être négative, et la médecine, bien, des découvertes dans le domaine de la médecine peuvent aussi bien être utilisées d'une manière positive que négative, donc il n'y a jamais aucune barrière, de mon point de vue, qu'on doit formuler pour le progrès de la connaissance. Dès qu'on passe à la recherche finalisée, la recherche appliquée, disons plutôt, le degré de liberté, déjà là, est beaucoup plus faible. Et j'allais dire, ça tombe bien, parce que c'est un aspect que je n'ai pas évoqué. Quand je dis que la recherche fondamentale n'est pas programmable, la pire des programmations, et celle-là, elle est très difficile à éviter, c'est celle que nous, chercheurs, nous imposons à nous-mêmes. Et toutes les fois que nous essayons de programmer notre recherche fondamentale, c'est-à-dire en ayant une idée de comment va évoluer notre recherche fondamentale, c'est une catastrophe. Nous devons être totalement désordonnés.
je mène ma recherche fondamentale, je suis comme une feuille au gré du vent, là où le vent me pousse, je vais. Ce qui est le contraire d'une programmation, et je dis bien que l'autoprogrammation est encore plus toxique que la programmation venant de l'extérieur. La recherche appliquée, là, d'une part, il me paraît éthiquement justifié que la société décide quels sont les domaines qu'elle veut pousser et explorer. Et paradoxalement, j'ai mené une part de ma recherche qui peut passer pour de la recherche appliquée, c'est-à-dire le développement de nouvelles techniques. Paradoxalement, on trouve exactement le même problème au niveau du chercheur. Là, je peux m'organiser, je peux prévoir. Et si vous regardez ma carrière de recherche fondamentale, elle est totalement désordonnée, alors que ma carrière de recherche appliquée, il y a une continuité remarquable. Vous voyez, il y a un peu la même différence sur le plan de l'attitude du monde extérieur vis-à-vis de vous que ma propre attitude. Pour moi, me programmer en recherche appliquée, ça s'est révélé plutôt efficace, alors que toutes les fois que je me suis programmé sur le plan recherche fondamentale, ça a été négatif. Et la recherche finalisée, c'est-à-dire quand on atteint vraiment le citoyen, là encore plus, disons que c'est simplement un degré de plus. Au niveau de la recherche appliquée, elle peut permettre par exemple d'évaluer si une découverte potentielle, quelle est la part de positif et négatif qui va résulter si on finalise réellement cette recherche. Donc il faut bien une phase de recherche appliquée avec un degré de liberté plus grand que dans le cas de la recherche finalisée, mais beaucoup plus petit que dans le cas de la recherche fondamentale. Et quand on passe vraiment à l'application vraiment que va subir tous les citoyens, là, on passe dans un système qui doit être totalement contrôlé. Le problème, c'est que ce n'est certainement pas les scientifiques les scientifiques peuvent informer, mais il ne faudrait surtout pas avoir tendance à donner le pouvoir pour ces deux formes de recherche appliquées et finalisées aux scientifiques. Les scientifiques peuvent et doivent donner des avis, mais les décisions, elles sont à prendre par les politiques, c'est-à-dire par les citoyens. Nouvelle difficulté, qui est l'incroyable faiblesse de la communication scientifique vis-à-vis du citoyen, et qui rejaillit évidemment sur le politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ce qui est extrêmement difficile dans la communication vis-à-vis du citoyen, c'est justement d'arriver à lui communiquer cette espèce d'équilibre qu'on doit tenir entre les certitudes et les incertitudes que vous apporte la science. C'est-à-dire, on est constamment en train de balancer entre les deux extrêmes, où la science c'est tout, c'est comme ça, c'est la vérité et c'est comme ça qu'il faut faire, ou on ne sait rien, donc ne faisons rien puisqu'on ne sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une très grande difficulté, et je dois dire que la communication scientifique, elle est scandaleusement faible au niveau des médias, mais soyons francs, elle n'est pas facile. Moi, je peux l'expérimenter personnellement, en sens que je me trouve confronté à ce problème un peu paradoxal, que lorsqu'on me demande, comme aujourd'hui, de communiquer d'une manière générale sur ce que j'appelle la sociologie de la science, je ne sais pas si je m'en tire bien, mais je suis relativement à l'aise. Si maintenant vous me demandiez immédiatement de vous expliquer quelle est ma recherche, je serais en très grande difficulté, vous voyez, pour vous former. Je n'essaierai même pas parce que j'ai le sentiment que je serai incompréhensible. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est d'ailleurs une de mes faiblesses. J'ai très peu communiqué par rapport à ma science, vous voyez. Je me sens capable de communiquer, à tort ou à raison, je me sens capable de communiquer sur la science en général, mais j'ai beaucoup plus de mal à communiquer sur la science que je pratique tous les jours. Donc là, il y a un problème qui est difficile, mais il n'en reste pas moins que l'éducation des citoyens et la prise de conscience des citoyens que leur avenir
est conditionné par les progrès de la science et de la technologie, c'est quelque chose qui est indispensable à transmettre. Et une des très grandes difficultés que l'on rencontre maintenant, c'est que on tombe dans un monde qui est de plus en plus irrationnel. J'ai vécu dans une famille qui s'est battue pour ce qu'on appelait le rationalisme. Ils ont même créé une union qui existe toujours, qui s'appelle l'Union rationaliste. Et après la guerre, dans les années 50, on pouvait penser que c'était un peu, si vous voulez, c'était un peu le reste du combat entre les intellectuels et les scientifiques contre la puissance des églises. La distribution des rôles était assez claire et tout était assez simple. Et maintenant, je me trouve confronté au fait que des irrationalistes, des irrationnels, je les trouve des deux côtés de l'échiquier politique. Je serai très franc si je prends l'exemple des écologistes. Je pense que l'écologie est vraiment le combat le plus important du XXIe siècle. C'est vraiment l'avenir de la planète qui le décide. Malheureusement, beaucoup des citoyens qui s'engagent dans le combat écologique auquel je souscris totalement, le font d'une manière totalement irrationnelle et avec une méfiance totale et définitive sur ce que peut apporter le progrès scientifique et le progrès technologique. C'est-à-dire que les dangers potentiels d'une nouvelle découverte sont totalement surestimés par rapport aux dangers mesurables et présents de tous les jours, vous voyez. Et on se trouve dans un monde où l'irrationnel domine dans le discours, aussi bien des politiques que des citoyens, et ceci avec le sentiment, pour les rationalistes de mon espèce, si j'ose dire que je suis encerclé sur ma gauche et sur ma droite. Vous voyez, autrefois, la distribution des rôles, elle était très simple. Il n'y avait pas de problème. Or maintenant, beaucoup de gens avec qui je partage beaucoup d'opinions politiques, sociologiques et autres, tiennent en même temps, vis-à-vis de la science et de la technique, un discours totalement irrationnel. C'est le cas, par exemple, du discours sur le nucléaire, le discours sur les organismes génétiquement modifiés, où on crée des diables. Je prends l'exemple, on a tué en Turquie, je ne sais pas combien de mineurs dans une mine de charbon. C'est quelque chose qui est presque un fait divers. Alors que si en France, je dis bien en France, quelqu'un subit une surdose dans une centrale atomique, nous aurons les premières pages des journaux. À côté de ça, par exemple, moi qui suis, je le dis franchement, bien qu'un spécialiste de la photosynthèse, c'est-à-dire qui ne suis pas du tout engagé dans le nucléaire, je pense que le nucléaire est nécessaire. Quand je me suis aperçu de la manière dont les centrales atomiques japonaises avaient été construites au bord de la mer, alors que le danger de tsunami était parfaitement connu et mesuré, on se trouve en face d'une situation qui est tout à fait irrationnelle. Entre un combat contre le nucléaire et accepter qu'on construise des centrales dans des conditions qui sont purement et simplement scandaleuses, et pour des simples raisons de rentabilité à court terme, on voit comment, je donne ceci comme exemple, je suis favorable au nucléaire, eh bien, on voit très bien que sur la base d'une approche rationnelle, on peut considérer que certaines applications du nucléaire ont été menées d'une manière purement et simplement scandaleuse et inacceptable. Donc, en face de toute situation, il ne s'agit pas de dire le nucléaire c'est mal, ou le nucléaire c'est bien, ou les OGM c'est bien ou c'est mal, comme si c'était la voix de Dieu qui nous disait où était le bien ou le mal, mais il faut essayer d'examiner qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et là, on tombe peut-être sur un des points les plus importants de notre société, c'est ce fameux principe de précaution, c'est-à-dire que à la fois le principe de précaution est quelque chose de nécessaire, mais je pense que la notion de risque
est quelque chose d'aussi nécessaire, que ce soit au niveau individuel qu'au niveau des sociétés. Une société où un homme qui ne prend pas de risque dans la vie est un homme, pour moi, qui ne vit pas. Et il n'y aura pas de progrès sans qu'il y ait une certaine prise de risque. C'est-à-dire que là, l'équilibre entre ne pas faire n'importe quoi, que théoriquement doit éviter le principe de précaution, et ne rien faire, qui est la prise de risque maximum. Ce que je peux vous certifier, c'est que par rapport à un problème comme le réchauffement climatique, la faim dans le monde, enfin les grands problèmes, ne pas prendre de risque, c'est le risque le plus élevé qu'on peut prendre. Et je ne peux pas prétendre que toute technologie, qu'il s'agisse du nucléaire, des OGM ou bien d'autres, à aucun moment je ne peux prétendre qu'il n'y a aucun risque. Ce dont je suis sûr, c'est que si on ne fait rien, là, le risque, il est de 100%. Vous voyez. Donc, cette notion de risque est quelque chose, à mon avis, qui est totalement important. Et dans ma vie personnelle, je pense que si, dans ma jeunesse, je n'avais pas pris un certain nombre de risques qui peuvent paraître en valeur absolue complètement ridicules, je pense que je me serais beaucoup moins bien accompli. Si vous voulez, je pense que la prise de risque, faire croire aux individus qu'ils peuvent vivre dans une société sans risque, quand j'entends dire que quand quelqu'un se casse la jambe en ski, on attaque le directeur de la station parce qu'une bosse n'a pas été effacée, c'est une folie. Personne ne me force à faire du ski. Si je fais du ski, je prends un risque et je dois prendre des risques dans ma vie. Donc, c'est toujours un peu cet équilibre entre les deux extrêmes, entre prendre des risques insensés, qu'ils soient sur le plan personnel ou sur le plan technologique, et ne pas prendre de risques. Et bien, encore une fois, il faut essayer de trouver un équilibre. Et ça, seuls les citoyens, à travers les politiques qui sont malheureusement de plus en plus dévalorisées, peuvent décider de cet équilibre qui lui-même ne peut pas être fixé d'une manière définitive. À tout moment, toute prise de décision, il y a un côté positif, un côté négatif. Il faut essayer de trouver la meilleure possibilité qui est généralement entre les deux solutions limites. Et tout ce qui n'est pas limite est instable. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de prendre des décisions absurdes, qui sont tout l'un ou tout l'autre, ou de défendre des positions absurdes, la science peut tout ou la science va nous tuer, que de dire la science peut faire beaucoup pour nous, mais elle peut faire aussi du mal, donc il faut essayer d'utiliser le mieux possible. Toute solution intermédiaire, c'est un combat perpétuel, parce que de plus, elle nécessite un ajustement perpétuel. On n'est jamais dans la certitude, on n'est jamais dans une situation confortable en disant, voilà, on a pris la bonne décision, on est tranquille et on continue comme ça. Je vous remercie. Là, en fait, on arrive déjà pratiquement à la fin de l'interview et je crois que cette dernière note là, que vous lancez d'une certaine manière, qui est celle d'un équilibre dynamique qui doit évoluer, mais qui se situe toujours entre d'une part un cadre, il faut quand même qu'on ait un cadre pour agir, en même temps il ne faut pas que ce cadre devienne oppressant, donc il faut qu'on garde le jeu à l'intérieur du cadre, pour que la recherche reste un jeu. Donc je crois que c'est une très très belle inspiration. Alors je vous dirais peut-être si vous avez, on est vraiment pratiquement à la fin de l'interview, si vous avez peut-être une dernière inspiration que vous aimeriez partager comme ça, comme note finale de ce partage de cheminement à ceux qui nous écoutent. La seule note finale que je voudrais donner, c'est que j'observe depuis les 60 ans que je pratique ce métier, une dérive perpétuelle dans une direction qui restreint les possibilités de créativité, de liberté des chercheurs, et donc qui conduit d'une certaine manière, pour parler un langage plus proche de ce qui touche nos dirigeants actuels, vers un système où l'argent est mal utilisé. Donc, je pense qu'il faut sortir d'une société où les jeunes acceptent comme irrémédiable une situation qu'ils regrettent, qu'ils réprouvent même, mais qu'ils se considèrent comme forcés d'accepter. Donc, ce n'est certainement pas à quelqu'un qui a 81 ans
d'avoir la prétention qu'il va révolutionner la société, mais je pense que si les jeunes chercheurs, et pas seulement les jeunes chercheurs, engagent un réel combat, à la fois dans leur propre intérêt, mais dans l'intérêt de la société, il y a peut-être une possibilité de redresser la barre. Et je pense que cette revendication, si je puis dire, que j'adresse aux jeunes, elle s'applique bien sûr dans la recherche, mais de mon point de vue, pratiquement dans toutes les activités humaines, où on voit de plus en plus de jeunes insatisfaits, malheureux, mais acceptant une situation comme paraissant totalement irrémédiable et immodifiable. Un grand merci, Pierre Joliot, pour ce beau partage de toute cette expérience de vie, et aussi un peu de ce, si je puis dire, ce coup de pied aux fesses un peu que vous donnez aux jeunes générations là, pour prendre nos responsabilités. Merci beaucoup.